Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Réseau-Blog consacré aujourd'hui au SDN, au contrôleur du réseau de l'entreprise APIQM, notre stratégie Cisco sur le SDN au niveau réseau d'entreprise. Merci donc d'avoir rejoint ce webinaire Réseau-Blog. Je vous rappelle que ce sont des webinaires technologiques. Alors là, un peu d'exception, on va parler un petit peu stratégie, vision, mais je vais quand même vous montrer dans le dur ce qu'on fait avec des démos. Alors, je rappelle que ces webinaires sont publics, n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'essaye d'enregistrer, de publier les enregistrements de ces webinaires sur YouTube. Exception de la dernière fois, petit problème de conversion que je n'ai pas encore résolu. Je perds la vidéo au bout d'une trentaine de minutes de conversion. Alors, je ne sais pas si les slides étaient trop techniques pour être convertis, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle le dernier webinaire n'a pas encore été publié sur YouTube. Je ne désespère pas d'y arriver. Voilà, donc merci encore d'avoir rejoint ce webinaire. 1 heure aujourd'hui, alors peut-être un peu plus en fonction de la durée des démos à la fin, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Et puis des questions éventuellement que vous pourriez avoir. Alors pour les questions, je les prendrai à la fin. Comme je suis seul ici, j'ai pas un panel de personnes capables de répondre en temps réel à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à les poser dans le Q&A et puis je verrai à la fin si je peux, si j'ai le temps de répondre. Voilà. Je rappelle également, parce qu'il y a de nombreux partenaires partenaires Cisco qui sont avec nous, je rappelle que des webinaires sont dédiés aux partenaires les vendredis, exception de demain où nous avons également un webinaire. Donc ce sont des webinaires qui vous sont dédiés avec du contenu qui est bien évidemment adapté et créé spécialement pour vous. Voilà. Bien, allez, on attaque. Alors, le SDN. Le SDN, c'est un terme qui fait bloguer, ça c'est certain. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop blogué sur le sujet. Je devrais peut-être m'y mettre un petit peu, mais en tout cas, c'est un terme qui fait réagir. Et tout a commencé il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années, environ 5 ans, avec un papier publié à Stanford. Bon, ça vient souvent de cette région, on va dire, les innovations. Intitulé The Virtual Network System, avec notamment Martin Casado, qui depuis a fondé la société Nicira, rachetée par VMware. Donc c'est un peu lui avec Nick McKeown qui sont à l'origine un petit peu de ce buzz, de cette mouvance. Et le papier, c'était juste au départ publié sur un nouvel outil qu'ils avaient mis en place à Stanford pour pouvoir donner des cours réseau. Et pour donner ces cours réseau, c'est de créer un routeur virtuel avec des capacités d'interaction avec le vrai réseau. Voilà. Tout ça pour permettre à des étudiants finalement de réaliser aux professeurs de réaliser leurs cours et puis aux étudiants de travailler. Donc ça, tout vient de là finalement. Et puis depuis, on va dire que ça a explosé. Depuis 2007, on a 4800% de croissance sur les investissements au niveau SDN. Bon, c'est vrai qu'on part de pas grand-chose, mais 4800%, ça peut intéresser pas mal d'entreprises, surtout pas mal de startups. Et notamment, beaucoup d'entreprises se sont créées ou se sont adaptées. Et on a 419, on compte 419. Alors ça, c'est les statistiques du mois dernier. Et je remercie mes collègues d'ailleurs de m'avoir fourni pas mal de statistiques et des slides ces collègues sont Kedar Karmarkar et Carl Solder, des collègues qui ont travaillé sur le sujet. Et je me suis permis de réutiliser un petit peu des informations. Alors, c'est 419 sociétés, compagnies SDN qu'on dénombre aujourd'hui sur le marché. Et on considère la taille du marché SDN en 2018 à 35 milliards de dollars.
Ça aussi, ça peut attirer du monde. Alors, c'est certain, c'est que dans SDN, on va y mettre beaucoup de choses. Hein, et puis, chacun va y mettre un petit peu ce qui l'arrange. Il y a une petite notion marketing derrière le terme SDN que chacun, bien évidemment, s'est approprié. Et d'ailleurs, alors, j'ai pas mis à jour mes slides, j'aurais dû, mais c'est vrai que Cisco a publié il y a peu un livre qui s'appelle le SDN pour les nuls, SDN for Dummies, dans la série Tout pour les nuls, qui peut aider justement à comprendre un petit peu cette notion de SDN, qu'est-ce qu'on entend par SDN, d'où ça vient, etc. Donc si vous voulez prendre le train en route, ça peut être une bonne manière de commencer. Alors c'est que j'ai pas lu personnellement encore cet ouvrage, mais quand je vois les gens qui sont derrière, et puis bon, la série généralement, on n'est pas déçu pour pouvoir commencer à étudier un sujet. Voilà. Donc, dans toutes les technos qu'on commence à inonder le marché, avec bien évidemment un peu de marketing SDN derrière, on va retrouver plein de choses. On va retrouver tout d'abord OpenFlow. OpenFlow, je vais en parler un petit peu longuement tout à l'heure, qui a été assimilé à SDN pendant un certain temps. Alors c'est vrai que là, on commence à prendre un peu de recul parce que on a compris que tout n'était pas OpenFlow, et d'ailleurs j'expliquerai la raison. Mais il y a beaucoup d'autres choses, qui se sont créées. Alors des SDK, forcément, si on veut développer des applications capables d'interagir avec le réseau, eh bien on va pouvoir s'appuyer sur des SDK pour accélérer la mise en place d'applications. On va parler d'overlay, mise en place de réseaux applicatifs au-dessus du réseau physique pour s'affranchir des contraintes au niveau physique, hein, et finalement avoir deux réseaux à manager au lieu d'un, chaque réseau étant à sa place, un peu comme on pouvait faire à une époque, avec d'un côté on avait le réseau ATM et puis de l'autre côté on faisait notre réseau au-dessus parce que ça nous arrangeait, puis finalement on se retrouvait avec quelques petites complexités. Mais les overlays sont quand même clairement étudiés, et on peut trouver ici ou là quelques intérêts à cette technologie, du moins l'étudier. Côté ASIC, là aussi on va voir que des ASIC ont fait leur apparition, et notamment chez Cisco. Si on parle de programmabilité du réseau avec le SDN, à un moment donné le réseau c'est l'ASIC, hein. Si l'ASIC elle-même est fixe et figée, on a beau avoir toute la programmabilité du monde, si le réseau derrière physiquement n'est pas capable de changer, ça ne sert pas grand chose. Donc les ASIC, elles aussi, ont évolué autour du SDN. On va parler de contrôleurs, comment je contrôle globalement un réseau, de switch ou de routeur virtuel, comment, au lieu de faire les choses toujours dans des équipements physiques, comment on va pouvoir virtualiser tout ça sous forme de virtual appliance, hein, être plus agile et faire tourner tous ces services sur des serveurs x86. Et dans la même mouvance, la partie NFV, finalement, c'est comment je virtualise globalement et j'orchestre finalement tous ces équipements physiques, tous ces services réseau ensemble, mon firewall que je mets sur l'X86 avec mon routeur, mon optimisation applicative, et comment je vais chaîner un petit peu les services, comment je vais orchestrer la mise en place de tout ça. NFV, un gros sujet chez les opérateurs, hein, qui voient ici l'occasion finalement de mieux adapter les ressources réseau à la demande. Hein, c'est-à-dire, au lieu de mettre un gros routeur en se disant je le mets parce que je sais que dans 2 ans le trafic va avancer, je vais avoir besoin de cette ressource pour traiter les projections de trafic, eh bien je distribue tout ça sur des data centers, sur des serveurs x86, et finalement je suis beaucoup plus à l'aise pour provisionner mes services. Hein, j'ai une structure de coût qui est beaucoup plus adaptée et qui correspond mieux finalement aux besoins. Voilà, donc c'est toutes ces technologies, tout ça, je reviens pas forcément sur des définitions initiales, mais parce qu'on a eu l'occasion d'en reparler, on a déjà eu des webinaires sur le sujet, donc on va dire on avance un petit peu. Mais tout ça, ça a fait son apparition et on a du marketing SDN. Donc oui, forcément, derrière, on peut être un petit peu confus, on peut trouver que c'est un petit peu compliqué, on a du mal parfois à trouver une définition du SDN, chacun prend un peu la sienne en fonction de ce qui l'arrange.
Ce qui est certain, c'est que les sociétés se rachètent les unes avec les autres, des produits sortent, et oui, c'est pas simple. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de clarifier deux, trois petites choses aujourd'hui, et puis d'expliquer, nous, ce qu'on essaie de faire. À nouveau, c'est un webinaire réseau blog, donc ce qu'on essaye de faire au niveau du réseau de l'entreprise. Donc là, ça sera campus, campus et web. Donc on va faire des choses aussi côté service provider, on fait des choses côté data center. Ce n'est pas le focus du webinaire d'aujourd'hui. On pourra en reparler à d'autres moments si cela vous intéresse bien évidemment. Mais là, on va se focaliser un petit peu plus davantage sur la partie campus, la partie WAN, moins la partie data center et la partie service provider. On considère chez Cisco que finalement chaque segment a ses propres besoins, ses propres contraintes, et que, ben, évidemment, quand on va essayer de provisionner des virtual machines sur un data center, on n'a pas forcément les mêmes contraintes que quand on va vouloir chercher à faire du provisioning, la connexion réseau, avec l'intégration wireless au niveau du réseau de l'entreprise, ou des problématiques sur le WAN, où on a des débits très bas par rapport à un data center, 10, 40, 100 gigas. Donc, on va essayer de mettre un petit peu de clarifier deux, trois petites choses. Aujourd'hui, avec, je rappelle, le livre, le SDN pour les nuls. J'aurais dû rajouter un slide là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, oui, c'est pas simple. Et même la personne qui est à l'origine de tout ça, hein, Martin Casado, a dit dans une interview, alors j'ai mis les URL ici, c'est bon, franchement, il dit franchement, je sais même plus ce que SDN veut dire. Donc c'est intéressant, c'est de voir que oui, même pour lui, c'est pas simple. Donc ne soyez pas affolés si pour vous aussi tout ça c'est pas simple. Alors, je vais commencer par parler d'OpenFlow. Pourquoi? Parce que chez beaucoup de clients que je rencontre, on a vraiment une assimilation de SDN avec OpenFlow. Et je vais vous expliquer pourquoi cette assimilation n'est pas forcément juste, pas forcément bonne, et pourquoi elle peut, on pense qu'elle ne va pas répondre réellement à la demande. Alors, la question c'est, est-ce que c'est une idée révolutionnaire, OpenFlow? Et là, je vois dans la liste certaines personnes qui sont présentes à ce webinaire qui ne sont pas forcément jeunes au niveau réseau, et c'est intéressant, au niveau réseau, les choses se renouvellent. Hein. On va revenir fin 90, 97 avec des plateformes Cisco, hein, et peut-être vous vous rappelez du routeur en stick. Hein, on mettait notre switch qui faisait que du layer 2, il ne savait pas faire de layer 3 au niveau performance, avec le niveau de performance attendu. Donc on faisait notre layer 2 sur le switch, on montait les VLAN sur le routeur, et finalement on avait un seul lien entre le routeur et le switch, et puis c'est le routeur qui faisait notre routage inter-VLAN. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit tiens, Catalyst 6K, je crois que c'est Catalyst 5K également, qui n'existe plus, là ça devait être la SUP 1. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer le multi-layer switching avec au niveau du switch un root switch module qui va être capable de discuter avec une forwarding engine. Alors c'était très simple, c'est-à-dire on avait des flux qui arrivaient au niveau de la forwarding engine, soit des données qui arrivent au niveau de la forwarding engine, des paquets, des trames, et on allait regarder dans une NetFlow table si le flux était déjà programmé. Si le flux était programmé, eh bien on savait où l'envoyer, et on switchait, on le commutait avec les performances de commutation du switch. Si jamais le flux n'existait pas, donc c'était le premier paquet du flux et qui n'était pas connu par la NetFlow table, qu'est-ce qu'on faisait? On puntait tout ça en CPU dans le root switch module, on faisait notre petite analyse lookup, etc. On envoyait le résultat à la NetFlow table, et ensuite les paquets suivants du flux étaient forwardés. Hein, donc c'était, on parlait de flow-based routing ou switching, multi-layer switching. Donc ça, c'était les technologies de l'époque. Maintenant, on va regarder
OpenFlow. Alors attention, vous allez voir, le slide va changer considérablement. Voilà. Finalement, on a exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire on a une forwarding engine avec une flow table et notre OpenFlow controller qui va pousser des flux au niveau de la flow table. Hein. Alors, ce qui va changer, c'est quoi? C'est que l'OpenFlow controller, au lieu d'être dans le même équipement, ça peut être ailleurs sur le réseau et ça peut gérer, l'OpenFlow controller peut gérer plusieurs équipements. Voilà. D'autres petites choses ici, évidemment, j'ai pris le schéma simplifié. On peut avoir on peut avoir plusieurs tables au niveau du switch et être capable d'avoir des exceptions, c'est-à-dire de gérer les flow tables uniquement pour quelques exceptions et d'avoir quand même une forwarding engine. Mais là, je vais me prendre le modèle, le concept même d'OpenFlow, hein, qui est vraiment le même, hein, c'est-à-dire je vais repasser les slides un peu rapidement, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà. Eh bien, finalement, on peut comparer les innovations d'aujourd'hui avec les innovations de 97, et finalement, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, petit problème quand même, c'est que MLS, ça ne scalait pas. Les applications, enfin, je veux dire, avec l'augmentation de la demande du réseau, la complexité des applications, c'est-à-dire une page web, ça va être 300 flux TCP, on explose l'étape de flux au niveau des équipements, donc oui, ça ne scale plus. Ça scale plus, et c'est pour ça que, eh bien, on est passé de MLS à CEF. Ça, c'était il y a déjà quelques années. C'est Cisco Express Forwarding, où là, on n'est plus dépendant du nombre de flux pour commuter, parce qu'on se rendait compte que ça tenait pas la route. Hein, c'est-à-dire, on adresse avec CEF les problématiques de scalabilité du MLS. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on pense que la partie OpenFlow, qui est vraiment un modèle qu'on va appeler en anglais impératif, dans lequel vraiment on a un contrôleur qui va dire fais ci, fais ça, fais ça, on pense que c'est pas l'unique solution. Hein. C'est-à-dire il va falloir aller dans un mode on va appeler déclaratif, hein. Un mode dans lequel finalement l'équipement, on va plutôt demander à l'équipement d'arriver à des résultats, hein, de faire des choses, mais on ne va pas lui dire spécifiquement comment traiter les choses, on va se reposer sur l'intelligence de l'équipement, sur sa capacité, parce que c'est comme ça qu'on a de la scalabilité, et finalement c'est la façon dont on gère les réseaux aujourd'hui. Donc la différence entre le modèle impératif, hein, c'est le contrôleur qui dit, bon, je vois exactement comment et où tu dois envoyer le paquet, je t'envoie un ordre, ce flux, tu me le prends, tu me l'envoies sur telle interface, tu lui mets tel DSCP. Par rapport à un modèle déclaratif, tu vois, j'aimerais bien arriver à tel niveau de performance au niveau de ce flux-là, et le switch, il va mettre en place les bons résultats pour y arriver. Switch ou le routeur, bien évidemment. Ça, c'est le modèle SCI. Là, on a des protocoles, on a créé Opflex notamment, et on a créé des modélisation réseau. On va modéliser le réseau pour être capable finalement de dire à l'équipement voilà quel type de service on attend. Et ça, on va pouvoir communiquer entre un contrôleur, un switch, pour donner des objectifs de résultats. Alors, on va reprendre des citations. On a le CTO Rob Sherwood de Big Switch Network. C'était peut-être un des premiers à se lancer sur le business SDN du contrôleur SDN. Hein. Donc, Big Switch est juste cette première société qui a créé un contrôleur OpenFlow et qui dit OpenFlow, c'est de l'assembleur pour le réseau. Et évidemment, c'est pas pour tout le monde. Donc, on comprend bien par là que OpenFlow peut être une composante de la solution, au final, mais que ça ne va pas être la solution en elle-même. Pourquoi? Parce que si jamais je vous mets un switch qui fait que de l'OpenFlow avec un contrôleur, finalement, vous serez bien embêté de devoir programmer tous vos flux, c'est-à-dire avant d'arriver à faire communiquer deux hosts entre eux, il va falloir programmer pas mal de choses pour que ça fonctionne. Pas mal de flux. Donc voilà, il faut derrière pas mal d'intelligence. Et on considère que c'est pas forcément l'unique solution. Alors, d'autres solutions, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le marché? Eh bien, il y a OpenDaylight, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une plateforme ouverte pour
développer autour du SDN et faire en sorte que SDN avance. Et ça, Cisco a été vraiment un moteur là-dedans. On s'est dit, bon, si le SDN c'est important, ça ne sert à rien qu'on travaille tous dans notre coin et essayer de faire en place des trucs qui au final ne marcheront pas ensemble. Essayons de se faire une plateforme de développement ouverte où on va pouvoir tous contribuer pour voir globalement vers où on va arriver, quel type de service on peut rendre, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire au global. Donc, on est parti, nous, Cisco, d'un contrôleur qu'on avait commencé à développer qui s'appelle XNC, Extensible Network Controller, et on s'est dit, ce contrôleur, on le donne au consortium Open Daylight, donc ça c'est qui est géré derrière par la fondation Linux, et donc depuis ce moment, finalement, on a déjà eu 2 versions qui s'appellent Hydrogène, la version 1, et aujourd'hui Helium, la version 2 de Open Daylight, bientôt Lithium, version 3, qui sont des plateformes ouvertes, donc où chaque constructeur, et pas que, tout le monde a pu rajouter des composants pour finalement arriver à rendre des services. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui contribue. Alors, il y a beaucoup de monde qui contribue. Et si on regarde les statistiques, alors c'est quelque chose d'assez amusant, mais on voit que 55% des commits, alors ça c'est les stats commits que j'ai prises malgré j'ai refait les stats hier malgré le premier carré, donc 55% des commits dans le code sont réalisés par Cisco. Et puis après il y a les autres qui réalisent des commits également, donc ça c'est intéressant de voir quand on a l'image de Cisco comme une société qui n'est pas trop dans l'open source, de voir ce type de statistiques, ça peut être. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc on joue le jeu clairement pour faire avancer les choses. Donc notre stratégie, on verra tout à l'heure, elle est double, avec à la fois des produits internes plus intégrés, puis des solutions plus ouvertes pour pouvoir fonctionner dans des environnements hybrides. Alors, on va faire une petite pause, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai commencé à parler d'éléments de réponse. Je vais parler d'OpenFlow, d'Open Daylight, mais finalement, la question, et finalement c'est une question, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est finalement qu'est-ce qu'on va essayer de résoudre avec le SDN. Et je voyais, je lisais il y a pas si longtemps une interview de John Chambers qui disait finalement que personne ne se réveillait le matin en se disant comment je vais mettre du SDN dans mon réseau. Non, la problématique c'est comment je vais essayer de réduire mes coûts, de simplifier mon réseau, de rendre plus agile, etc. Et en effet, c'est bien ça. C'est-à-dire si on regarde les drivers derrière SDN, ce sont les suivants. C'est de dire, bon, finalement, j'ai trop de process manuels, j'ai des difficultés à faire des changements sur mon réseau, à changer des configurations parce que je ne sais pas exactement les conséquences. C'est compliqué parce que à chaque fois, il faut que j'ai des fenêtres de maintenance qui peuvent être plus ou moins longues. Je n'arrive pas à obtenir ces fenêtres de maintenance parce que j'ai des contraintes de production. Voilà, donc tout ça, et puis derrière, il faut étudier, il faut avoir les compétences pour pouvoir changer le réseau. Donc voilà, c'est ça vraiment les drivers du SDN, c'est comment finalement, si on peut résumer un petit peu tout ça, c'est comment on va permettre de donner aux entreprises la capacité de changer leur réseau rapidement. Au lieu de faire 50 process manuels, finalement, on va dire, je donne un ordre abstrait, et derrière, on va pouvoir exécuter globalement tout ça sur le réseau. Donc, notre stratégie, elle est double. Tout d'abord, automatiser le réseau et le simplifier. Et ça, on répond directement aux problématiques des clients, ce qui nous remonte aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est comment le réseau va avoir une meilleure connaissance des applications pour mieux les gérer. Ça, c'est notre stratégie. C'est de mettre en place ce qui va bien sur le réseau et au niveau applicatif, et comment pour répondre à ces 2 points. Alors,
Si je prends sur la partie campus, on a 4 composants clés dans notre stratégie. Au niveau applicatif, au niveau contrôleur, au niveau de l'architecture réseau et au niveau de l'ASIC. Tout ça, c'est important et les 4 doivent finalement être un succès pour qu'on arrive finalement à une solution complète pour le client. C'est-à-dire avoir un super contrôleur pour au final n'avoir aucune application et avoir des ASIC qui sont incapables de traiter les ordres du contrôleur, ça ne sert à rien. Donc on voit l'importance d'avoir finalement d'être à tous les niveaux du réseau, de l'applicatif jusqu'à l'ASIC. Et ça, on pense, Cisco, être une société qui est vraiment bien structurée pour finalement prendre la problématique SDN dans sa globalité et pas se focaliser que sur un aspect, puisqu'on comprend bien que si j'ai que l'ASIC et que derrière j'ai rien d'autre, j'ai pas d'application, j'ai pas de contrôleur, je suis bien embêté. Idem, j'ai que l'application, si je suis un éditeur logiciel, c'est très bien, mais il faut quand même que je m'assure derrière que je trouve un contrôleur, des partenariats qui vont bien pour faire fonctionner ça sur un réseau. Alors, notre exécution là-dessus, au niveau des applications, c'est DevNet, Developer Network, où on va permettre à tout le monde de développer des applications, d'avoir du support, d'avoir accès à nos API. Connectez-vous, allez sur DevNet, trouvez-vous un compte DevNet, vous trouverez des ressources juste énormes, vous avez des bacs à sable. Si vous voulez développer des programmes, commencer à regarder ce qu'il y a, c'est sur DevNet que ça se passe. Après, au niveau contrôleur, APIC Enterprise Module, que je détaillerai dans la deuxième partie du webinaire davantage. Ensuite, au niveau architecture réseau, vous avez entendu parler de notre architecture Unified Access, qui continue d'évoluer pour se simplifier. Et au niveau ASIC, UADP, QFP, qui sont des ASIC qui sont flexibles, qui sont agiles et qui sont programmables. On va commencer par ce qu'il y a tout en bas, par notre ASIC. Donc 2 ASIC qui sont aujourd'hui sur de nombreux produits, Cisco, de nombreux switches, routeurs au niveau entreprise, et sur lesquels on continue d'investir pour généraliser ces ASIC sur un grand nombre d'équipements pour avoir le même niveau d'agilité sur tous les équipements. Alors, on a 2 ASIC qui sont UADP, Unified Access Data Plane. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir comme ASIC sur un 3650, un 3850, sur la suite du 4005, sur le 5760, notre Wireless LAN Controller. Et puis vous avez le QFP, Quantum Flow Processor, qui est disponible sur nos ASR, ASR 1000, et sur lesquels on va pouvoir avoir quelque part la flexibilité du CPU dans le traitement des paquets, mais la performance attendue et de pouvoir faire des fonctionnements, des traitements compliqués de paquets. Là, je ne vous parle pas de faire du forwarding du PV4, par exemple faire du Deep Packet Inspection, faire du Stateful Firewalling, etc. Pour faire tout ça, on peut le faire sur le QFP à des performances très très hautes, 200 gigabits par seconde par exemple. Alors, l'UADP, qui est l'ASIC présente sur nos switches, voilà, c'est le contrôleur, je vous l'ai dit, le 5760 et la suite 8, c'est un ASIC qui est programmable, c'est-à-dire qui a un niveau de programmabilité. On ne va pas pouvoir tout programmer, on n'est pas sur du FPGA, mais on va pouvoir réaliser des actions, programmer des actions au niveau du traitement du paquet. Et si demain on veut changer comment on va traiter un paquet, si on veut faire une modification, le cycle classique d'un constructeur, c'est de faire une évolution d'ASIC. C'est je réétudie, je refais mon schéma, je redemande de refabriquer des ASIC, de les réintégrer dans des équipements et de relivrer des équipements avec un nouveau code pour pouvoir utiliser l'ASIC. Ici, changement de code, pop, je pousse du nouveau code dans l'ASIC et je suis capable d'avoir des fonctionnalités qui sont différentes. D'accord ? Donc bien évidemment, ça reste de l'ASIC, on n'est pas sur du network processor, on n'est pas sur du CPU, parce qu'on veut garder des coûts bas, parce que c'est l'objectif sur les switches, c'est de garder des coûts plus bas, mais des performances très hautes, mais il faut quand même avoir ce niveau de programmabilité nécessaire, parce qu'on ne sait pas la fonctionnalité qui sera attendue demain. Et grâce à cette ASIC, on pourra toujours
finalement l'implémenter. Vous l'avez compris, cette ASIC, l'UADP, on capitalise là-dessus au niveau de nos commutateurs. Maintenant, au niveau contrôleur, on monte dans les couches. Au niveau contrôleur, notre stratégie, c'est simple, elle est de s'adapter au type de client qu'on a. Et on a deux types de clients, il existe, même c'est pas nous, c'est globalement on a deux types de clients qui sont soit des clients qui veulent des choses intégrées, c'est-à-dire bon allez, j'achète tous vos trucs et puis ça marchera ensemble et puis je fais deux clics et ça fonctionnera très bien. Et puis des clients qui sont dans une approche plus ouverte, qui sont, écoute, donne-moi les briques, je prendrai peut-être des briques chez toi, des briques ailleurs, donne-moi des éléments de compatibilité, donc pour que toutes ces briques puissent travailler, puissent parler un langage commun, et puis derrière, j'arriverai à rendre mon service avec tous les outils. On voit déjà que c'est pas forcément les mêmes entreprises, les mêmes tailles, et c'est pas forcément le même niveau de technicité qu'on va avoir chez chaque entreprise. Une entreprise où on va avoir très peu de temps pour se consacrer au réseau et finalement on veut installer, profiter des fonctionnalités et que ça marche, bon, ça sera plutôt à gauche. Et puis à droite, ça va être déjà un staff un peu plus étoffé avec quelques CCIE qui seront là pour s'assurer de faire fonctionner toutes les briques ensemble avec des contrôleurs, des switches, des routeurs de telle marque, etc., avec du code et puis éventuellement un petit peu de translation entre certaines briques pour s'assurer que finalement tout marche. Voilà, donc on a des réponses pour chaque type de client. On ne prétend pas changer les gens. Chacun a des bonnes raisons pour finalement avoir la démarche, pour adopter ce type de démarche. Donc on ne prétend pas dire non, il faut absolument être en intégré ou il faut être absolument en ouvert. On a des solutions. On a des solutions pour chaque type de client. Donc notre stratégie, elle est soit je suis dans une approche intégrée, c'est-à-dire je prends les équipements Cisco, le contrôleur Cisco qui parlera qu'avec les switches Cisco dans un premier temps, on ouvrira peut-être après, mais voilà. Et puis derrière, je fais 3 clics et ça marche. Donc là, c'est la stratégie APIC Enterprise Module sur le réseau de campus et sur le WAN. Et pour les clients ouverts, eh bien ça tombe bien, on a Open Daylight. En plus, c'est gratuit. Je prends Open Daylight, je prends les outils, etc. Puis finalement, au bout d'un moment, j'arrive à faire marcher ce que je veux. Et je vais utiliser les équipements de tel ou tel constructeur pour finalement faire fonctionner mon réseau. Donc, pour résumer, APIC sur le data center, APIC Enterprise Module sur le campus et le WAN, et Open Daylight, open source, pour toutes les composantes du réseau, avec évidemment le besoin derrière de travailler un petit peu plus pour l'intégration. Donc ça, ce sont nos solutions SDN. Aujourd'hui, dans le reste de mon webinaire, je vais me concentrer bien évidemment sur APIC Enterprise Module. Donc là, je vous avais dit stratégie dans un premier temps, et le deuxième temps, APIC Enterprise Module, donc on voit les deux. Et avant de passer à APIC Enterprise Module, je vais vous parler des applications. Je vous ai mentionné rapidement DevNet. C'est difficile de vous parler de DevNet parce que ça pourrait prendre énormément de temps. Il y a vraiment un écosystème qui se crée, c'est impressionnant. On a les statistiques du nombre de personnes qui s'enregistrent dans DevNet. C'est très impressionnant. Si vous étiez à Cisco Live à Milan, vous avez pu voir l'enthousiasme des gens se pencher, réaliser du code, des gens qui n'avaient jamais développé de leur vie, qui commençaient à développer du code pour finalement réaliser des actions, faire de l'orchestration sur le réseau, et même plus que le réseau, aller vers des objets raccordés au réseau. Donc, allez sur DevNet, créez-vous un compte, et c'est comme ça que vous allez pouvoir le mieux, à mon avis, apprécier le contenu, avec, vous avez vu, des bacs à sable, ça c'est intéressant, du support technique. Tiens, je vais utiliser telle API sur tel équipement, comment je fais, comment est-ce que mon code est bon, etc. Du support Cisco, du support communautaire. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, si vous avez loupé cette transition, eh bien, pas trop tard, allez-y. Connectez-vous. Bon, première partie du webinaire terminée. On va regarder maintenant de plus près APIC Enterprise Module. Le contrôleur intégré pour
la partie réseau d'entreprise, Campus One. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on a fait Applic Enterprise Module, c'est comment on l'a conçu. Alors, on a pris 4 points de design essentiels en considération. Pourquoi parce que ce sont nos clients qui nous ont demandé. On ne s'est pas dit on va nous partir là-dessus. On s'est dit, voilà, si vous voulez un contrôleur, si vous voulez simplifier, quelles sont vos contraintes? Alors, premier point, on veut qu'il n'y ait pas de risque sur le réseau. Finalement, le réseau aujourd'hui, on n'est pas toujours très rapide pour le faire avancer, mais il marche. Il marche, c'est distribué, c'est scalable, on n'a peut-être pas envie de tout changer d'un coup, ça marche pas trop mal. Deuxièmement, ça doit être simple. Finalement, si le problème qu'on a, c'est de la complexité, qui nous empêche d'évoluer, il faut que la solution en elle-même ne soit pas plus complexe que le problème qu'on a à résoudre. Ok, ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant. Alors, troisième point qui est assez intéressant, qui est très structurant dans les choix d'implémentation, c'est nos clients nous ont dit globalement, il faut, pour que ça marche, pour que je le prenne, eh bien, il faut que ça marche avec le matériel que je vous ai déjà acheté. C'est-à-dire, les cycles d'acquisition peuvent être longs. On prend une entreprise qui a 150 sites dans le monde, 150 campus dans le monde et puis 2000 agences. Avant qu'il ait renouvelé tous ces switches pour prendre le tout dernier switch avec le tout dernier ASIC, avec le tout dernier code iOS capable de supporter tel ou tel API, il va s'écouler un petit paquet de temps. Et finalement, ce qu'ils ont dit, c'est pas ça qui nous intéresse. Trouvez-moi une solution. Trouvez-moi une solution qui peut s'adapter à mon réseau existant et même aux générations de matériel précédentes. Quatrième point, la programmation, c'est bien gentil quand on est programmeur, mais quand on n'est pas, c'est pas très utile. Si finalement la résultante de tout ça, c'est que moi je dois développer pendant des heures pour faire des choses que je faisais simplement finalement avec un CLI ou avec un outil management, il n'y a aucun intérêt. Donc il faut que ça vienne de façon packagée avec des applications. Alors que ça puisse intégrer des applications tierces, tout ça, mais il ne faut pas me laisser avec en gros juste un contrôleur sans outil derrière. Ça c'est assez essentiel aussi et c'est aussi important dans notre stratégie. On a bien compris ça et c'est pour ça qu'on est allé avec DevNet. Le contrôleur sans l'application, ça ne sert strictement à rien. L'élément essentiel du contrôleur, c'est finalement, si on veut simplifier, c'est de séparer le quoi du comment. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut faire. La difficulté, c'est maintenant comment on le met en place. Et quand on voit aujourd'hui une entreprise, souvent, elle sait au niveau réseau ce qu'elle veut faire. Ce qui va prendre du temps, finalement, c'est comment on va implémenter les choses, dans quel ordre, quelle chaîne de maintenance, comment on va arriver à faire les actions, comment on va s'assurer que la coste est homogène, comment on va s'assurer que le routage est de la phase convergence, etc., etc., etc. On va mettre plus de temps sur le comment que sur le quoi. Donc l'idée, c'est de séparer les deux, de dire le quoi, on va te laisser décider ce que tu veux faire, mais le comment, le contrôleur va s'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît les équipements, c'est celui qui connaît l'architecture, à la limite, c'est lui qui pourra implémenter tout ça de la façon la plus agile, rapide qui soit. Alors pour séparer le quoi du comment, on a ce contrôleur avec ici Applic Enterprise Module au milieu, qui va être capable de parler avec des applications, de sécurité, de collaboration, de sécurité, de n'importe quoi en fait, via des API REST, des RESTful API, et derrière, on va prendre en compte des ordres abstraits à ce niveau-là pour pousser après des ordres au réseau. Aujourd'hui, Catalyst, ASR, ISR, on ouvre vers d'autres types d'équipements, le Wi-Fi, les ASA, le Nexus, des équipements non Cisco, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on s'est concentré sur ce que nous ont demandé les clients, c'est écoutez, moi je vous ai acheté des trucs, et puis maintenant je veux que ça marche encore mieux. Je veux accélérer les choses.
et je veux accélérer les choses, même pour les équipements que vous avez déjà achetés il y a 3 à 4 ans, et j'ai pas envie de faire un upgrade iOS. Donc on voit bien qu'au niveau de discussion entre la PIQM et les équipements en dessous, ben on s'est dit, bon ok, on a compris. La première chose qu'on va faire, ben, c'est de permettre une communication entre le contrôleur et les équipements CLI. Finalement, c'est la première API qu'on va sortir. On peut parler d'API pour le CLI, oui, fondamentalement, c'est pas erroné. On ne s'interdit pas de supporter d'autres choses. Être confiant, pourquoi pas l'OpenFlow pour certaines actions très particulières, ou d'autres choses. Mais on a commencé par finalement la demande immédiate. J'ai mon réseau Cisco et voilà, je veux faire de l'orchestration pour les clients à nouveau qui cherchent des approches intégrées. Comment on a mis en place ce contrôleur? Et ça aussi, ça nous a pris beaucoup de temps sur le développement. Et ben c'est simple, on a compris que le contrôleur devenait clé dans le réseau, avec énormément d'ordres qui allaient arriver de partout, d'applications qui peuvent être des outils de management, mais on a compris qu'il fallait changer la manière dont on développait l'outil. Le modèle, je pose une appliance et je suis tranquille, voilà, non, ça marche plus. Eh bien, on a fait un outil qui est construit sur une architecture qui va scaler automatiquement. Et de cette manière, on va aussi assurer de votre disponibilité. Alors, je vous présenterai une console pour vous rendiez mieux compte, mais l'idée est la suivante, c'est-à-dire que vous allez automatiquement créer un cluster APIQM avec des virtual machines et qu'on va pouvoir automatiquement instancier de nouvelles virtual machines en fonction du nombre de services que vous allez mettre et en fonction de la demande du nombre de services qui doivent être traités, de la charge de ces différentes machines. C'est-à-dire on commence à voir que les VM saturent un petit peu, qu'on a pas mal de requêtes par seconde au niveau SNMP, NetFlow ou autre, pas mal de requêtes au niveau REST API, eh bien je clone une nouvelle machine et finalement toutes ces machines vont pouvoir parler ensemble dans un cluster pour pouvoir distribuer le traitement. Ça, c'est assez évolué. On a créé une structure qui s'appelle Grapevine pour pouvoir finalement fonctionner de cette manière-là, et ça, je vous montrerai rapidement dans la démo. La question qu'on peut se poser, c'est, ok, moi j'ai déjà du management, finalement, APIQM par rapport à du management, c'est quoi? Une question assez intéressante, et on pourrait la résumer de cette manière-là. Bien finalement, si on prend un outil de management, il va faire pas mal de choses, et notamment, l'outil de management va répondre un petit peu à la question suivante, c'est dans quel état étais-tu le 22 avril à 17h30 quel était l'état des CPU, comment ça a évolué, etc., etc., quelle était la config, quelle était la performance du réseau à ce moment-là, etc., etc., etc. Ça, c'est l'outil management. APIQM va se focaliser sur la capacité de changer le réseau. Alors, je ne sais pas où j'étais le 22 avril, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je suis dans cet état-là, et que si tu veux passer dans tel autre état, je peux te le faire très rapidement et de façon intelligente. Dis-moi juste ce que tu veux, je m'en occuperai. Et derrière, l'outil management, lui, va traquer ces changements parce que, on est dans les réseaux depuis quand même pas mal de temps, on sait qu'à un moment donné, les choses, ça peut s'arrêter de marcher. Et on est bien content quand même de savoir dans quel état on était avant et dans quel état on était après, et pour pouvoir troubleshooter si besoin. Donc on n'est pas en train de dire il n'y a plus besoin de troubleshooting, il n'y a plus besoin de management, etc. Non, c'est juste que dans les outils de management, on n'est pas forcément toujours le plus efficace pour accélérer le changement, et du coup, on va confier cette mission au contrôleur, et l'outil de management pourra toujours donner des ordres au contrôleur. Et c'est justement le propos de mon prochain, de ce slide. Si je prends en bas, on a notre contrôleur, APIC Enterprise Module. On va avoir notre outil de management, Prime Infrastructure, qui pourra discuter directement avec le réseau, mais Prime Infrastructure pourra aussi donner des ordres au réseau via APIC Enterprise Module. Et on commence à avoir des relations entre les deux, notamment comment je fais de l'auto-provisioning de device, c'est-à-dire je sors un device du carton, je le branche et automatiquement
il récupère un operating system, une configuration, je vous ferai la démo tout à l'heure, bah ça, on va s'appuyer sur Applic Enterprise Module. C'est Applic qui fait tout ça parce que on considère que c'est la mission du contrôleur d'assurer l'autoprovisioning du réseau. D'accord ? Le management, lui, eh ben, il va assurer, il va avoir une belle interface graphique, il va s'assurer que finalement ça rentre dans une logique globale, etc. Mais il va donner l'ordre au contrôleur, dire, bah, tu vois, quand tu vois tel device qui arrive, tu l'autoprovisionnes. Comment tu l'autoprovisionnes? Je ne le sais pas. Prime ne le sait pas. C'est AppIQM qui s'en charge. Donc entre les deux, là, on va parler RESTful API. Ça peut être Prime Infrastructure, ça peut être n'importe quelle autre application management. Donc ça va être plutôt pour des clients qui vont rechercher à nouveau le contrôle, la customisation. Et ce qu'on fait en parallèle d'Applic Enterprise Module, ce sont des applications. On développe sur des applications qui vont exploiter directement Applic Enterprise Module comme contrôleur. Alors on aura des applications pour I1, on la sort très prochainement, on a déjà des démos disponibles, pour tout ce qui va être défense contre les menaces, donc tout ce qui va être sécurité, la partie collaboration, j'aurai une petite démo là-dessus. Bref, ce ne sera pas une démo, ce ne sera pas un outil qui fera tout avec plein de customisation, c'est juste un outil qui résout une problématique précise, hein, dans laquelle j'ai pas de customisation. Voilà, moi je veux configurer ça tel que Cisco le documente, j'ai confiance, je clique et ça marche sur mon réseau avec un niveau de customisation qui sera relativement bas. C'est-à-dire on ne vous laissera pas aller dans le CLI pour pouvoir modifier ce que vous voulez, comment vous allez instancier tel ou tel service. Hein, on considère que c'est Applic qui fait le job. Ces applications, à nouveau, ça peut être les nôtres, ça peut être n'importe quel client, n'importe quel partenaire. Voilà, c'est ouvert. Et on considère également que ça va accélérer les développements. Si je prends un éditeur logiciel qui veut faire du soft pour un réseau Cisco, bah, il doit apprendre l'iOS, les différences entre les iOS des différentes plateformes, les subtilités, si je prends la COS, par nature, il y a des subtilités entre les plateformes, alors que finalement, le partenaire, l'éditeur logiciel peut très bien dire, bon non, moi je vais reposer sur Applic Enterprise Module, hein, et finalement, reposer là-dessus pour développer une fonctionnalité. Alors ce qui est bien, c'est Applic Enterprise Module gratuit, hein, dispo sur DevNet. Les applications, tout ça, c'est autre chose. On a des applications qui sont intégrées déjà à ce niveau-là, mais après, quand on va vouloir avec l'application globale, bien évidemment, celle-là a son propre système de monétisation, que ce soit Cisco ou un tiers. Mais le contrôleur, la base sur laquelle on va reposer, celle-là, l'idée, c'est que ce soit gratuit. Ça y est, je vous propose de regarder rapidement maintenant quelques petits écrans. Alors, je vais partager mon bureau. Je vais revenir sur l'écran et je vais partager mon bureau. Alors, j'espère que vous voyez bien. La première chose que je voulais vous montrer, c'est Grapevine, et notamment l'architecture du contrôleur. Et là, si vous voyez d'un point de vue overview, vous avez 42 services qui sont déployés sur le contrôleur, qui tournent sur 5 clients, hein, et tout a l'air de bien se passer. Et j'ai une VM qui est montée, mais qui tourne aucun service. C'est juste dispair. C'est-à-dire que si je regarde mes clients, les clients qui font tourner, alors voilà, j'ai une machine qui fait routeur, donc qui va juste router les requêtes vers la bonne machine, une qui est en spare, donc qui tourne rien, et puis après j'ai différents services qui sont tournés, alors que visiblement là, petit problème sur un service, il faudra que je troubleshoot ça, c'est quelque chose qui est dans mon lab, quelques coupures de courant ces derniers temps et quelques petites difficultés, puis à nouveau ça c'est encore des versions de bêta qui sont pas toutes jeunes, je n'ai pas forcément mis à jour, donc vous pardonnerez si des petites choses ne marchent pas comme c'est attendu, mais je veux dire, cette version me permet tout à fait de vous expliquer un petit peu l'objectif de l'outil. Alors après, les services, bon ben voilà, j'ai plusieurs services qui tournent. Si je veux rajouter un service ou enlever un service, je peux utiliser ça. Donc l'idée, évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais on peut toujours faire un drag and drop de son TarGZ au niveau de l'interface. J'en ai pas sous la main, et puis derrière, vous pouvez développer votre nouveau service. Et quelque chose qui est assez sympa, c'est que vous allez dire, ben, par exemple, tiens, sur mon NetFlow Collector,
vous allez pouvoir mettre des configurations assez sophistiquées. Et notamment, cette architecture distribuée vous permet d'avoir des policies de croissance automatique. Hein, vous allez pouvoir dire, si jamais j'ai plus de 1000 flots per seconde, alors attends, pardon, non. On va dire, je vais rajouter une service instance si j'ai plus de 1000 flots par seconde, FPS, flots par seconde, est plus grand que 1000 pendant 10 secondes. Alors, c'est pas beaucoup, donc on va mettre plutôt 1 million. Donc là, l'idée, c'est, si jamais, côté NetFlow, je commence à voir qu'il y a beaucoup de flows qui arrivent vers mon collecteur, hein, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déployer une nouvelle virtual machine, enfin déployer mon service sur une nouvelle virtual machine. Donc bien évidemment, là, l'idée, c'est pas que tout le monde commence à faire ce type de commande, mais là, l'idée, je vous montre ce qu'il y a sous le capot. C'est-à-dire, on a passé beaucoup de temps à faire une architecture hyper scalable, qu'on n'aille pas dans le mur. C'est-à-dire, si le contrôleur doit être le point de passage obligé pour tous les changements, avec une interaction forte avec les applications, il faut que ça scale. Et on ne va pas scaler avec une virtual machine. Pour que ça scale, il faut que derrière, il faut qu'il y ait un peu de... on s'adresse à des clients qui ont 200, 300, 500 000 postes de travail, voire plus, distribués sur plusieurs pays. Voilà, donc il faut derrière qu'il y en ait un petit peu sous le coude pour que ça fonctionne. Donc comment ça va fonctionner? Alors, hop, comment ça va fonctionner? Ben là, vous voyez, j'ai mon hyperviseur avec un route qui a instancié automatiquement des clients. Donc, en gros, je lui donne les credentials de l'hyperviseur, de mon SXI, et alors de mon center même, et mon route va instancier le client que j'ai mentionné au fur et à mesure qu'il y a de la demande. Donc ça, c'est comme ça qu'on atteint de la scalabilité. Voilà. Alors le contrôleur, maintenant, on va regarder un peu plus davantage à quoi ça ressemble. Donc déjà, on a les devices qui sont intégrés avec une topologie. Hein, donc ça, c'est un petit peu la base. Alors c'est pas la dernière version de la topologie, donc j'ai quelques petits... cette version, à nouveau, elle a quand même pas mal de temps. Donc j'ai pas tout là-dessus. Donc non seulement j'ai les équipements, et j'ai même les hosts qui sont connectés à mon réseau. Donc en fait, j'ai deux hosts qui sont accordés, 10.153.100.100, 10.153.101.100. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, je peux faire une démo de la partie plug and play. Je vais commencer, comme ça prend un petit peu de temps, le temps de rebooter un switch. Je vais vous montrer rapidement la démonstration de la partie plug and play. Alors ça, c'est simple. J'ai un site qui s'appelle Démo, dans lequel j'ai provisionné un 2960S. Vous voyez que c'est pas la toute dernière version. Et ce que je vais faire, je vais aller sur mon terminal serveur. Sur le port série de l'équipement. Alors, visiblement, j'ai perdu l'information. Un petit tir en trop. Voilà. Alors, je vais me tromper quand j'ai dû rentrer ma commande. J'étais sur quel port? Show line. Alors, je crois que c'était sur la 67. Non, c'est pas celui-là. Bon, et ben écoutez, manifestement, j'ai perdu la connexion. Alors, je vais regarder si c'est la ligne 68. Ça doit être à 60. Alors peut-être la 69, allez, le dernier que j'essaye, parce que de mémoire c'était ça.
69. On apprendra. Voilà, ça c'est le bon. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc là, je suis sur mon switch qui a été provisionné. Hein. C'est le switch que vous voyez dans l'outil. Et ce que je vais faire, je vais faire write erase. D'accord. Donc là, il n'y a plus de configuration. Quand tu redémarres, il redémarre dans le vide. Et puis, je vais faire un delete flash de VLAN.date. Confirme. Voilà. Et ce que je vais faire là, je vais faire un reload. Donc, on est bien d'accord, quand on reload dans ces conditions-là, généralement, eh bien, on tombe sur une configuration qui est vierge. Donc, save no, bien évidemment. Proceed with confirme. Voilà. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc là, je vais effacer l'équipement actuel. OK. Et je vais mettre dans mon contrôleur, je vais faire une règle de provisioning qui dit, alors là j'ai les informations sur mon équipement, quand mon 2960S 24PS-L qui se présente avec mon serial number qui est là, je vais lui donner un nom qui va s'appeler C2960S-1. Donc là je vais rajouter une règle. Voilà. Et je vais lui pousser une config. Automatiquement, je lui pousse une configuration ici. Voilà. Donc là, voilà, j'ai une règle qui dit, qui est en place, hein, qui dit, pour tel équipement, tel product ID, tel serial number, et ben, ça va être tel nom affiché dans le système, et je vais lui pousser telle configuration. Je ne vais pas lui mettre un nouvel iOS, parce que ça prend un petit peu de temps. Puis on va regarder ce qui se passe au niveau de l'équipement. Alors, il est en train de booter, il y a tous les systèmes les checks au niveau comment ça s'appelle. On va regarder que le système est en bonne santé avant de commencer à déployer. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire sur le reste du réseau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur le 3850 qui est là, ou ça aurait pu être n'importe quel équipement réseau ou n'importe quel serveur, n'importe quel endroit du réseau, j'ai configuré un serveur DHCP. Voilà, j'ai configuré un pool DHCP Enterprise Module dans lequel je donne une adresse IP à mon équipement, je lui donne son default router, je lui donne son serveur DNS, et je lui donne une option, j'utilise l'option 43, je lui dis, eh bien, tu vas trouver en IPv4 ton contrôleur, ton plug and play serveur sur telle adresse IP, hein, port 80. Et ce qui est intéressant, c'est quand la machine arrive sur le réseau, vous savez, un switch, vous le déballez du carton, la première chose qu'il fait, eh bien, tous ces ports sont up, et sont en switch port access VLAN 1. Switch port mode access, switch port access VLAN 1. Et sur le VLAN 1, on essaye de récupérer une adresse en DHCP. Donc le switch, il arrive sur le réseau, sur le VLAN 1, il écoute, et il essaye de récupérer l'adresse IP en DHCP, et il va récupérer l'adresse, l'information de son contrôleur. Une fois qu'il récupère l'information de son contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à discuter avec lui. Donc, le switch va se présenter au niveau du contrôleur et va envoyer ce qu'on appelle son SUDI, Secure Unique Device Identifier. Donc, en gros, c'est son Unique Device Identifier, c'est-à-dire son numéro de série, qu'il est chiffré, hein, avec un certificat qui est dérivé d'une PKI Cisco. C'est-à-dire, c'est-à-dire le contrôleur, hein, qui va être capable de déchiffrer l'information, et on va pouvoir récupérer dans le certificat l'information quant au serial number du device, son product ID, et on est certain que c'est bien lui. On sait que c'est pas quelqu'un qui a mis un serveur. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas pu chiffrer les informations avec le bon certificat. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la manière dont le switch va discuter avec le routeur. Donc là, on voit que le switch il commence à discuter. Donc là, j'ai des native mismatch parce que d'un côté j'ai VLAN access 1, de l'autre côté j'ai VLAN access 2, mais peu importe pour le design. Et vous allez voir que progressivement, le switch va récupérer l'information du contrôleur
et va s'auto-provisionner. Ça va prendre un petit peu de temps. Et ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps-là, je vais vous montrer d'autres menus, notamment le menu de Quality of Service. Et là, vous allez bien comprendre pourquoi on parle de contrôleur. C'est simple, si je veux déployer de la COS sur mon réseau aujourd'hui, je vais passer énormément de temps à savoir sur tel équipement j'ai 4 files d'attente, sur tel autre j'ai 8 files d'attente, là j'ai une file prioritaire, là j'ai 2 files prioritaires, là j'ai tant de seuil, là j'ai tant de buffer, etc., etc. Alors que finalement, ce qu'on veut, c'est donner globalement, dire ça, c'est mes applications, etc. Puis je laisse l'outil implémenter la bonne COS. C'est tout l'approche de cette application COS qu'il a sur le contrôleur. Là, on va avoir 12 files d'attente, qui sont, là c'est ce qu'on recommande dans notre Cisco Quality Design, avec nos applications qui sont ventilées dans chacune des files d'attente. Après, si je fais Enable, il va le mettre sur mon 3850 avec de la COS MQC, il va avoir 8 files d'attente par port. Sur mon 2960S, c'est 4 files d'attente et c'est du MLS COS. Donc il va s'adapter pour déployer cette information abstraite de la meilleure manière qui soit en fonction des capacités de chaque équipement. Donc on comprend bien là l'intérêt d'un contrôleur. Je clique, j'ai ma COS. On a d'autres outils. Moi, je voudrais vous montrer. Alors, je vais regarder si la démo. On a des petites choses qui se sont passées. Et là, c'est intéressant de regarder. On voit que le switch, quand il a démarré, il a regardé l'information il a trouvé des options. Donc, il sait que c'est de l'IPv4, transport HTTP. Il sait qu'il doit discuter avec tel contrôleur sur le port 80. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il discute avec le contrôleur. On a une running configuration safe to NVRAM, donc généralement, c'est que ça doit être plutôt pas trop mal. Et si je retourne sur mon network plug and play, j'ai un site qui est in progress. Voilà, il n'est plus en pre-provision, vous voyez, il est en progrès. Voilà, provisioning configure. Donc en fait, il a déjà provisionné la configuration. Ce qui se passe dans un deuxième temps, c'est que le switch, comme quand j'ai changé sa configuration, maintenant je suis plus sur VLAN 1. Le switch a une vraie adresse IP de management qui est plus en DHCP. Donc le switch doit revenir sur le réseau, rediscuter avec sa nouvelle adresse IP au contrôleur, avec le contrôleur. Comment il connaît où joindre le contrôleur? Il l'a dans sa configuration. Le contrôleur rajoute cette information dans la configuration du switch pour garder une discussion. Et après, le contrôleur reconnaît le switch et peut voir que le process est bien effectivement terminé. Donc, je pense globalement, on a de toute façon, on a fini. C'est-à-dire, si j'avance, voilà, vous voyez, j'ai bien mon switch qui a bien le bon nom. Et j'ai bien un mot de passe enable qui est rajouté. Et si je fais show run interface VLAN 1, vous voyez, j'ai no IP address, alors normalement, c'est pas la commande que j'ai. C'est show VLAN 2, pardon. VLAN 2, vous voyez que là, j'ai bien positionné une adresse. Bon voilà, c'est une petite démo rapide. Vous voyez, c'était pas très compliqué. Et l'action que j'ai faite de faire un drag and drop de ma configuration ici, ou de saisir ces informations-là à la main, vous comprenez bien que vous, si déjà vous avez déjà vos outils de provisioning, de configuration sur un comment dire, vous avez déjà vos outils de provisioning, de configuration, vous en êtes satisfait, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire, notamment faire la partie d'échange, de configuration, etc. Donc vous pouvez dire, moi, mon outil, plutôt que de parler avec le réseau, je veux juste parler avec le contrôleur. Ma configuration que j'ai créée, je vais utiliser les API REST du contrôleur qui sont disponibles, qui sont publiés, qui sont ici. Vous cliquez là, vous avez les informations. Vous les avez également sur DevNet. Vous allez pouvoir pousser derrière, ça y est. On est en completed site, on voit que la démonstration est terminée. C'est bien passé, statut provision. Donc vous allez pouvoir, vous, pousser vos configurations sur le contrôleur, et le contrôleur sera, on va dire, la partie pénible pour vous. Voilà, donc c'est ouvert et c'est pas incompatible avec du développement de maison, bien au contraire. Alors un truc intéressant sur la partie plug and play, c'est que si jamais un device arrive sur le réseau, et ça arrive des fois, parfois, et on n'a pas fait à l'avance les règles d'auto-provisioning, c'est-à-dire si je n'avais pas saisi le numéro de série, etc.,
le device serait arrivé dans ce qu'on appelle les unclaimed devices. J'aurais vu au niveau du contrôleur, j'ai un nouvel équipement qui arrive sur le réseau, il vient de booter, il demande qu'une seule chose, c'est qu'on l'intègre au réseau. Est-ce que tu veux l'intégrer au réseau? Et si oui, quelle configuration, quel iOS veux-tu lui pousser? 2 coups de drag and drop, ou alors reste pour lui pousser les informations. Je clique sur Claim, ou alors mon application valide, et derrière, le device est intégré au réseau, intégré à la topologie du contrôleur. Une autre petite démo que je vais faire, c'est la démonstration sur Policy. Alors ça, c'est quelque chose que je vous ai peut-être déjà montré, vous avez peut-être déjà vu, mais que j'aime bien parce que ça m'a demandé un tout petit peu de temps de développement. C'est quelque chose qu'on a développé en une dizaine de minutes. Je voulais vous montrer, moi je suis pas du tout développeur, mais que même moi, j'arrivais à faire des choses avec le contrôleur, des choses qui m'auraient pris peut-être un peu de temps à faire normalement. Avec le contrôleur, ça m'a pris quelques dizaines de minutes. Et vraiment, je suis pas un développeur. Alors le but, c'est une application, c'est un concept. Hein. Alors, quoi que si vous voulez l'acheter, vous me faites signe. On peut discuter avec plaisir. C'est une application de filtrage de hosts. Et ben, c'est très simple, cette application, elle liste tous les hosts qui sont connectés sur le réseau et elle vous permet de les bannir du réseau. Alors, je vais aller sur un de ces hosts. Alors, je vais partir de Skyline. Je vais aller sur mon voilà, je vais aller sur un host qui est connecté à mon réseau, qui est l'adresse IP 10.153.101.100. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pinguer ma gateway par défaut, qui est la 10.153.101.1. D'accord? Donc là, on voit bien mon host qui est connecté au réseau. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ping sa default gateway. Et ce 10.153.101.100, hein, mon adresse qui est là, apparaît bien, excusez-moi, je vais retrouver ma fenêtre, dans la liste des hosts connectés au réseau. J'en ai deux, 10.153.100.100, 10.153.101.100. Comment j'ai cette information? Très simplement, eh bien, je l'ai demandé au contrôleur. Et le contrôleur a l'inventaire des hosts. Il sait qui est connecté au réseau. Comment? Il discute lui avec le réseau. Comment il discute? Je m'en moque. Je ne veux même pas le savoir. Moi, quand je déployais mon application, je ne me suis pas soucié de savoir comment j'allais récupérer la liste des hosts. J'ai fait confiance au contrôleur. J'ai juste récupéré l'information du contrôleur via une API REST qui est publiée. Et après, ce que je fais, c'est que je vais dire, bon, mon 10.153.101.100, je le bloque. Voilà. Donc là, on me dit que l'adresse est bloquée. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? En fait, mon application, elle donne juste un ordre à mon contrôleur qui est, eh ben, tu vois, une nouvelle policy qui est de dire mon application mon user 10.153.101.100, je le deny. Je fais une action deny, ce qui va vers le contrôleur. Et maintenant, si je regarde le statut du ping, on va regarder si ça marchait. A priori, ça ping plus. Donc, ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle action a été mise en place? Est-ce que c'est de l'OpenFlow? Est-ce que c'est du CLI, etc. À la limite, je m'en moque quand je développe mon application. Aujourd'hui, c'est du CLI, une ACL qui a été créée, qui a été mise en place sur l'équipement. Demain, ça pourrait être autre chose, NetConf. Pourquoi pas OpenFlow? Je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à la limite, on s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est la finalité, c'est ce qu'on arrive à faire. Et que ça soit scalable. On va faire l'opération inverse. On va revenir dans un état assez propre. Je reviens sur ma liste des hosts. Et là, je sais que j'ai un des hosts qui a été banni, donc je vais proposer de l'autoriser sur le réseau. Qu'est-ce que fait mon application? Elle supprime les règles précédemment appliquées. D'accord? Communication sécurisée avec le contrôleur, sous l'API. Je supprime mes règles. Alors, on va sur le contrôleur, on va regarder. On fait un petit refresh de cette page. J'ai plus de règles. Et du coup, voilà, je replie. Donc, je suis pas en train de vous dire que mon application est géniale et qu'elle va servir à quelque chose, mais vous comprenez la philosophie de ce que c'est un contrôleur. On est dans une logique d'abstraction du réseau. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le comment, je n'en ai aucune idée quand je développe l'application. C'est le contrôleur qui va le faire et qui va le faire bien. Parce que c'est quelque part, c'est notre métier. Bon, j'arrête tout ça. Je ne voudrais pas saturer le réseau avec un ping par seconde.
Et je vais continuer ma petite démonstration. Et là, je vais vous proposer des petites vidéos qui ont été faites par un collègue. Alors, je prends volontiers si un collègue si quelqu'un à distance peut dans le chat me confirmer que vous voyez bien l'écran de la vidéo. Alors pour l'instant, ça ne bouge pas, c'est juste le titre. Si quelqu'un peut me mettre ça, ce serait formidable. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Et je vais vous passer cette vidéo. Alors j'espère que du coup la qualité sera suffisante. C'est comment on a intégré la voix sur IP, une problématique de voix sur IP avec le contrôleur. Donc c'est une démonstration qui vous montre vers où on peut aller avec une approche contrôleur. Donc là c'est une topologie réseau avec deux hosts, avec deux switches très simplement. Et ce qu'on va faire, c'est on va lancer un appel vidéo entre ces deux switches et on va voir ce qu'on va être capable de faire au niveau du contrôleur. Donc, par défaut, on arrive, évidemment, il n'y a aucune policy. On a nos deux hosts, deux virtual machines qui sont connectés. Donc, on a les adresses IP sur chacun des hosts, voilà, qui sont là. Et nos hosts, on va les faire communiquer entre eux. Alors, avant de les faire communiquer, on va regarder sur chaque switch qu'on a bien un client qui est connecté, donc on fait un show IP device tracking, on voit bien l'adresse IP de l'interface, l'adresse IP du device connecté. Voilà, on voit que les deux sont sur le même subnet d'ailleurs. Et si on regarde sur l'interface du switch, il n'y a rien qui est configuré. On fait juste un VLAN access, je crois que c'était 290. Et là, on va lancer un appel. Il y a un appel qui est lancé entre les deux systèmes. Ah, c'est du VMware dans du RDP, dans une session WebEx, donc à distance, je ne sais pas ce que ça donne. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a, alors je fais une petite pause, on voit deux policies qui ont été créées, qui vont dire, pour tel user, je vais permettre les flux et je vais les taguer, les flux UDP, je vais les taguer en 32. C'est-à-dire plutôt que ce que je faisais avant, c'est pas forcément très simple de faire de la COS avec de la sophonie. On a plusieurs méthodes qui existent. Là, on va proposer au call manager ou éventuellement à un link server, etc., de venir pousser des règles de COS dans le réseau simplement. Il ne va pas pousser des règles de COS d'ailleurs, il va juste donner un ordre abstrait. Il va dire, tu vois, ces deux personnes veulent communiquer entre elles, je voudrais, s'il te plaît, que tu me mettes la bonne qualité de service entre ces équipements. Comment le contrôleur a implémenté tout ça? À la limite, peu importe, on s'en moque. Là, on vous donne les détails. Là, en fait, c'est une service policy qui a été rajoutée à la volée. Donc, on a de la COS qui a été configurée à la volée sur le réseau. Ça aurait pu être un autre ordre, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Donc là, c'est très simple. On dit, voilà, pour tel user, ce que je fais, entre tel user, entre tel et tel user, je vais valider les flux et je vais taguer dans le bon champ DSCP. Donc je suis sûr que j'ouvre pas UDP que je vais pas mettre une priorité importante pour 50 000 ports UDP. Je suis certain que ma COS est bien appliquée aux deux personnes qui font le call en même temps. J'arrête le call, policies, il n'y en a plus. C'est-à-dire on enlève la complexité, on enlève la COS du réseau à ce moment-là, il n'y a plus besoin. Et du coup, en effet, l'interface reprend l'information qu'on avait avant et il n'y a plus de COS qui est configuré. Donc ça, c'est un exemple. Je ne suis pas en train de vous dire que ça doit remplacer la stratégie de COS que vous avez. On a d'autres façons de faire de la COS. On sait avec l'Active Directory déterminer quelle valeur de COS va avoir, quel champ d'SCP va avoir chaque application directement au niveau de l'application. Il y a plein de méthodes d'arriver à ce résultat-là. Là, c'est une approche qui est un petit peu différente dans laquelle c'est l'application elle-même qui va dire au réseau globalement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer après au niveau du contrôleur ou avant le contrôleur avoir un contrôle. Dire non, ok, tu me demandes un peu de la COS, mais la COS que tu me demandes, je n'ai pas du tout envie de te la fournir. Alors, autre exemple d'application, plutôt basée sur la sécurité, ça sera ma dernière démo avant de conclure. On a un équipement qui est connecté sur le réseau.
Donc là, la vidéo, hein, c'est pas important, c'est juste une mire. C'est juste pour voir si on a bien de la connectivité réseau. Et ce que va faire mon collègue, hein, c'est Marcus Arbeck, un collègue allemand qui a fait des petites vidéos de démonstration sur la partie API Enterprise Module. Hein, il montre bien que aujourd'hui, la vidéo, elle est reçue sur ce host-là. Hein, et j'ai, comme d'habitude, avant la démo, on n'a aucune policy sur le réseau. Et on va voir que tout ça va bien évidemment changer. Alors, on a même un outil de policy analysis que je ne vous ai pas montré. Il va vous montrer ici que l'outil en question, que le host en question a bien un accès HTTP 80 de bout en bout du réseau voilà, on est capable de faire une sorte de trace-route intelligent et on va récupérer sur chaque équipement s'il y a des ACL en place qui sont configurés. Alors là, ce qu'il fait, c'est que depuis le host qui reçoit la vidéo, il envoie une attaque. Cette attaque, elle est détectée par SourceFire qui est placé en coupure un peu plus haut sur le réseau par notre IPS. Et là, on voit une intrusion qui est détectée. Et vous voyez, l'host ne reçoit plus de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il a été éjecté du réseau. Comment? Alors vous allez pouvoir le voir, voilà, on a une intrusion qui a été détectée. Comment? Bien, SourceFire, on a pu faire communiquer SourceFire avec le contrôleur et l'IDS, alors c'est même pas un IPS, là c'est un IDS. L'IDS a dit au réseau, bah, tu sais quoi, tu vas me faire ce host-là, tu vas me le virer du réseau. Pourquoi? Parce qu'il me génère une attaque. Et si je refais mon traceroute, que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, pour l'application de Gmail en 80, ben je vois quoi? Je vois que, eh bien, sur le switch d'accès, j'ai une ACL qui a été rajoutée qui me deny mon host. Et je me deny tout le host, et on voit même que ça bloque les protocoles qui sont checkés quand on va tester l'application de Gmail et Gmail Chat. Donc, je m'arrête là pour les démos. Je vais reprendre le flux normal. Et bon, on a d'autres choses, hein, mais je vais pas vous montrer, je vais pas tout vous montrer. On est déjà largement au-delà du temps réglementaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, notre approche, elle est vraiment globale. Hein. On n'est pas là pour se poser la question d'un protocole, on est là pour répondre à la vraie problématique du client qui est je veux simplifier, je veux accélérer le changement sur mon réseau pour pouvoir évoluer plus vite. Parce que derrière, je prends n'importe quelle organisation aujourd'hui, il y a les métiers qui ont des besoins, tiens, par exemple, service marketing qui dit moi je veux diffuser de la vidéo, du coup il faut déployer tel ou tel service, ou alors il faut sécuriser tel ou tel service, on a des besoins, il faut les implémenter rapidement. Et l'idée c'est de donner plus de moyens à l'IT pour être plus véloce. D'accord? Donc, c'est de l'abstraction du réseau, de l'automatisation du déploiement. On va supporter ça sur les réseaux actuels, et ça c'est important, et ça change d'ailleurs de notre stratégie qu'on a adoptée dans le data center. On voit qu'en fonction des endroits dans lesquels on se situe, on n'a pas forcément les mêmes les mêmes problématiques. Donc là, on va fonctionner sur l'équipement actuel sans avoir besoin d'upgrader la l'IOS. On est parti dès le départ sur une architecture hautement scalable et hautement redondante. Et à nouveau, on n'est pas là pour changer la façon dont on fait le réseau aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des choses qui marchent, on va pouvoir rajouter des nouvelles choses au-dessus, mais on ne va rien casser. On n'est pas en train de vous dire, vous arrêtez tout ce que vous faites, vous mettez un nouveau switch, vous le sortez du carton, vous le configurez plus comme avant, vous cassez tout et vous recommencez. Non, vous avez des choses qui marchent et on va juste vous aider sur des choses, sur des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Vraiment, ce qui nous a tenu à cœur, et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous prend du temps, c'est de faire quelque chose qui scale. Faire quelque chose, je veux dire, implémenter OpenFlow pour que quelqu'un dans un lab puisse faire une requête et pousser 10 flux
dans une table OpenFlow sur un switch, on l'a fait, ça fait plusieurs années qu'on a ça qui est disponible sur nos équipements, on l'a pas sorti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Hein. Nous, notre intérêt, c'est d'avoir une solution qui scale. Et pour ça, on pense avoir une certaine expérience dans le sujet. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de bien faire les choses. Alors, le contrôleur aujourd'hui, il est en contrôle de availability. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'avoir pour jouer. Voilà, il faut me demander. C'est juste qu'on veut s'assurer qu'il y a un suivi des premiers déploiements. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est gros, qui va changer la façon dont on fait le réseau à long terme, et on veut que ça marche. On n'est pas là pour vous donner un outil sur lequel finalement il y aura de la déception ou des choses comme ça. On est là pour vraiment suivre comment se font les choses, avec une ouverture, une general availability qui est prévue fin de l'été. Les choses peuvent à nouveau encore évoluer, on n'est pas hyper pressé. De toute façon, on a des versions de test où nos clients qui en ont besoin peuvent jouer avec. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé par la partie plug and play, contactez-moi, on peut vous donner des choses. Voilà, donc allez-y, essayez si besoin. Et puis à nouveau, j'espère que vous aurez bien compris ce qu'on essaie de faire, comment on le fait, et qu'on est vraiment dans du concret. On se pose pas la question du protocole, on est là dans la solution globale. Merci à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'essaie de vous montrer dans le dur ce qu'on faisait. Donc un petit couche stratégie, mais vous voyez, j'ai pas pu empêcher de passer plus de temps sur la partie démo pour que vous voyez réellement ce qui se passe. Je vais essayer de le poster sur Réseaublog, sur YouTube. On va voir en fonction. On va voir si je poste le webinaire. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, raccourcie. Donc, profitez bien, reposez-vous dans ce long week-end. Et je vous dis à bientôt. J'ai programmé 2 webinaires à venir. Le prochain, fin mai, sur iOne. Je vais vous montrer, je l'ai baptisé iOne en musique. L'idée, c'est que j'ai déployé dans mon showroom iOne, presque toutes les composantes de la solution iOne, du performance routing, de l'analyse de performance, du monitoring, etc. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. C'est avec des outils que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et webinar en juin qui sera plus sur multi-gigabit Ethernet. Je viens de bloguer là-dessus lundi. Donc voilà, je pense que ce sera le bon moment avec peut-être de nouveaux produits. Voilà, l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec le multi-gigabit Ethernet, pourquoi on le fait, ce que ça peut changer pour vous. Donc ça sera l'occasion aussi de faire peut-être le point sur le portefeuille de produits Cisco sur le campus. Donc un peu de WAN en fin mai, un peu de LAN début mi-juin. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre travail et ailleurs. Au revoir à tous, à bientôt. Alors je regarde ici si j'ai des questions dans le Q&A, j'en ai pas vu beaucoup. Alors la question c'est comment avoir l'applique Enterprise Module. Attention, c'est EM, pas EN, M comme Monique et pas comme Nadège. Donc contactez-moi, LinkedIn, Twitter, par email, sur le blog. Donnez-moi votre adresse email et je fais le nécessaire. On va certainement répondre à 2-3 questions, mais pas de souci dans l'absolu. Voilà, c'est la seule question. Merci Aziz, et je vous dis à bientôt. Au revoir.